Le suspense est terminé. Nous connaissons désormais les noms qui composent le nouveau gouvernement. Et au-delà du déni démocratique, il signe un grand retour en arrière sur l'écologie, alors que l'urgence n'a jamais été aussi grande. J'attends d'un Premier ministre qu'il dise la vérité. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique, qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. Une simple phrase sur la dette écologique, commentée de toutes parts. Il n'a pas dit qu'il allait faire des trucs, il a juste dit il y a une dette écologique, ce que l'ensemble des scientifiques du monde disent. Donc on le félicite, c'est très bien. Mais la fibre écolo de Michel Barnier, ministre de l'Environnement en 1993, semble appartenir au passé. En témoigne ce nouveau gouvernement. Avec de nombreux changements administratifs liés à l'écologie qui pourraient avoir de graves conséquences politiques, et de 2, les nominations de personnalités pour beaucoup conservatrices qui ne brillent pas franchement par leurs engagements sur cette question. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Si on résume rapidement, le ministère de la Transition écologique est devenu le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Mais si le nom est à rallonge, son périmètre et sa puissance d'action n'ont jamais été aussi restreints que depuis 2008. Il a été amputé, notamment des portefeuilles essentiels des transports, du logement et de la mer. Et la biodiversité a disparu. Les ONG parlent d'un démembrement. Et c'est Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de l'Agriculture et de l'Énergie, notamment soupçonnée de conflit d'intérêts avec un géant de l'industrie pétrolière, qui prend la tête de ce ministère après Christophe Béchu. Merci, plein de courage, vive la République, vive la France et vive la transition écologique. Je serai une voix exigeante au sein du gouvernement avec la volonté d'agir tous les jours, de ne pas considérer que la nouvelle donne politique serait un appel à l'inaction. Pourtant, les profils des nouveaux ministres en lien avec les dossiers écologiques n'ont rien d'encourageant. La ministre déléguée à l'énergie, Olga Givernet, Renaissance, a fait carrière dans le secteur de l'aviation, notamment l'aménagement des intérieurs de jets privés. Je suis en charge d'un groupe de travail sur la sobriété et c'est des travaux que nous menons parce que nous voulons permettre à la population de ne pas tomber dans des scénarios de décroissance, en revanche de prendre en compte les limites planétaires. Le nouveau ministre délégué à la mer et à la pêche, il fallait y penser, Fabrice Loher, est l'ancien président du port de pêche de Lorient, considéré par l'ONG Bloom comme un lobbyiste pour défendre la méthode de pêche la plus climaticide qui soit, le chalutage. La ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, Annie Genevard, des Républicains, est très conservatrice, pro-chasse, pro-pesticides. Elle se dit contre ceux qui défendent une écologie qu'elle qualifie de punitive et décroissante, et sa nomination a été saluée par la FNSEA et la Coordination rurale. Je partage le sentiment de révolte de certains face à des activistes qui détruisent les moyens de production et l'outil de travail indispensable pour nous nourrir. Et on pourrait ajouter que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a très fortement défendu la dissolution des soulèvements de la Terre. Tout son discours peut laisser craindre un durcissement de la répression des militants écologistes et une restriction des libertés publiques. J'en ai marre de voir que l'écologie a été capturée, prise en otage par une certaine gauche radicale. Tout cela alors que les ONG écologistes et de nombreux scientifiques critiquaient déjà les précédents gouvernements d'Emmanuel Macron pour leur retard climatique, mais aussi leur répression des activistes écologistes. Alors, quel avenir pour la politique écologique de la France avec ce nouveau gouvernement et un ministère au rabais ? Peut-on vraiment attendre une politique ambitieuse et cohérente de la part d'un gouvernement aussi marqué à droite et tenu par l'extrême droite ? Réponse dans cette nouvelle vidéo de décryptage Blast. Certains pensaient qu'il y avait un peu d'espoir pour le dossier de l'écologie avec Michel Barnier comme Premier ministre. Après tout, il a été ministre de l'Environnement de 1993 à 1995. Un poste qu'il avait même demandé à l'époque, à l'opposé des autres responsables de sa famille politique qui voulaient plutôt les ministères des Finances ou de l'Intérieur. Des trucs sérieux, quoi. Notre nouveau Premier ministre a ainsi été à l'origine d'une loi très importante. La loi Barnier de février 1995, dans laquelle sont inscrits les grands principes du droit de l'environnement. Le principe de précaution, le principe pollueur-payeur ou encore la prévention des risques naturels majeurs, avec notamment le lancement du Fonds Barnier, qui porte toujours ce nom et permet d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles.
Il était vu alors comme celui qui voulait mettre tout le monde autour de la table. Les uns qui veulent tout protéger et qui font quelquefois passer la nature avant tout le reste. Les autres qui veulent aménager. Quelques-uns parmi eux travaillent sur de vieux schémas, celui d'une croissance qui devait aller le plus vite possible et qui abîmait forcément. 3 ans avant son entrée au ministère, il écrivait un livre, Chacun pour tous, le défi écologique, dans lequel il évoquait les limites de notre planète, l'extinction de la biodiversité, le profit économique qui guide tout, mais assurer quand même la croissance peut être harmonisée avec l'environnement. Et cette petite phrase dit tout finalement de la vision de l'écologie de Michel Barnier. La situation est très grave, je l'ai dit hier. Je ne veux pas augmenter la dette financière sur nos générations futures, ni la dette écologique. Dans ses premières déclarations, Michel Barnier a mis sur le même plan la dette financière et la dette écologique, qu'on peut définir comme l'ensemble des coûts environnementaux, sociaux et économiques qui résultent de l'utilisation des ressources naturelles par les pays riches au détriment des pays pauvres et des générations futures. Mais en mettant sur le même plan la dette financière et la dette écologique, Michel Barnier réduit la dette écologique à une dimension économique et financière. Comme le souligne l'économiste Geneviève Azam, cette vision élimine une autre dimension de la dette écologique, un concept qui a été formulé justement pour critiquer la croissance productiviste. Elle ajoute, contrairement à la dette financière, la dette écologique ne saurait être annulée par des décisions d'ordre politique. Si le temps peut être réversible en matière financière, si des dettes peuvent être annulées, il est irréversible dans le domaine écologique, comme en témoigne le nombre de destructions définitives et l'épuisement des ressources non renouvelables. Cette seule et unique phrase sur l'écologie en dit donc long sur une volonté de ne pas aller à la racine du problème, notre manière d'habiter le monde et notre système économique. Et il faut le dire, depuis les années 2000, Michel Barnier a changé. L'écologie n'est aujourd'hui plus vraiment sa priorité. Candidat à la primaire des Républicains en 2021, il a concentré sa campagne sur un référendum contre l'immigration ou encore contre l'excès de réglementation européenne. Non sans dénoncer l'énergie éolienne, aussi une obsession de l'extrême droite. Ce désintérêt semble se confirmer au fil des jours, puisque peu de temps après sa nomination, il a pris la décision de débrancher le secrétariat général à la planification écologique de son cabinet. Alors que justement, cette structure interministérielle a été créée en 2022 pour piloter la transition écologique depuis Matignon et assurer une cohérence. Et surtout, Michel Barnier, avec Emmanuel Macron, de toute évidence, ont décidé de mettre le ministère de la transition écologique à la 8e place dans l'ordre protocolaire, ce qui montre bien que ce n'est pas la priorité. Qui aurait pu prédire ? Le tout sans parler de la nouvelle organisation du gouvernement et des ministres en place. Je l'ai dit dans l'introduction, le ministère de l'écologie a été complètement chamboulé. Il récupère le secteur de l'énergie, qui était avant un ministère rattaché au ministère de l'économie, mais dans le même temps, le logement et les transports sortent de son périmètre, alors même que ce sont 2 principaux postes d'émissions de CO2 en France. Au sein du gouvernement précédent, Christophe Béchu était entouré de 5 ministres délégués. Agnès Pannier-Runacher n'en compte qu'une seule, Olga Givernet, chargée de l'énergie. Pour Marine Braud, ancienne conseillère écologie à Matignon auprès d'Elisabeth Borne, cette nouvelle architecture marque un bond en arrière d'au moins 15 ans. Le ministère de la Transition écologique perd aussi la mer et la forêt. La biodiversité, elle, a carrément disparu. Plus de secrétariat d'État. On a supprimé les secrétariats d'État. C'est-à-dire que concrètement, les gens qui s'occupent de biodiversité, de nature ou même d'économie circulaire, on leur dit, écoutez, ça sera un conseiller qui vous recevra. Alors qu'avant, on a eu des secrétaires d'État. Alors un secrétaire d'État, ça ne change pas tout, mais c'est une façon aussi d'envoyer des messages politiques en disant aux partenaires du ministère, vous serez reçus par la grande porte ou pas. Une façon de couper aussi la marge d'action des organisations de défense de l'environnement, qui n'auront plus d'interlocuteurs spécifiques qui ont du pouvoir sur les dossiers. Les transports et la mer sont donc confiés à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin, qui n'est clairement pas connue pour son appétence pour les enjeux écologiques. Je rejoins aujourd'hui ce ministère au contour complexe, dont le fil directeur est dans son titre, avec une immense reconnaissance pour le président de la République, pour le Premier ministre, et avec la claire conscience qu'il faudra écouter, dialoguer avant d'agir. Je sais les difficultés auxquelles sont confrontés les élus locaux dans leur engagement. Je sais aussi leur droiture. Et il a été décidé de créer dans ce ministère un chargé de la mer et de la pêche. Ce qui a quelque chose d'absurde, lorsque l'on sait aujourd'hui que la surpêche menace l'océan et la biodiversité marine. Les questions de santé liées à la situation écologique sont elles aussi complètement oubliées.
L'épineuse question des forêts, qui jusqu'alors était l'objet de négociations permanentes entre le ministère de l'écologie et celui de l'agriculture, est entièrement reléguée au nouveau ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Ce qui est un très mauvais signe alors que la forêt française est en mauvais état et absorbe 2 fois moins de carbone qu'il y a 10 ans. Je ressens une certaine fierté, elle n'est pas personnelle. Cette fierté, elle est celle des agriculteurs et des habitants de cette si belle région du Haut-Doubs d'où je viens. Avec moi, ce sont leurs espoirs, leurs difficultés et leur solidité qui entrent dans ce ministère. La nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, des Républicains, ne connaît pas grand-chose à ces questions non plus, et a plutôt voté contre toute avancée en matière d'écologie en tant que députée. Dans son discours de passation, le mot « bio » n'a pas été prononcé une seule fois. Elle est contre les repas végétariens dans les cantines et la restauration collective, veut couper les fonds des associations animalistes. Elle défend les chasses traditionnelles, chasse à courre et chasse à la glu, mais aussi l'élevage intensif et les pesticides. Il y a donc très peu de chances que le plan Écophyto, pensé pour réduire drastiquement l'usage des pesticides, qui a été suspendu puis très amoindri sous Gabriel Attal en pleine colère des agriculteurs, ne revienne sur la table avec une telle ministre. Et c'est assez ironique quand on sait que c'est Michel Barnier, ministre de l'Agriculture de 2007 à 2009, qui l'avait mis en place le premier. À l'époque, il affirmait que l'agriculture ne pouvait pas être laissée aux seules lois du marché. Il a apparemment changé d'avis, en choisissant une telle ministre qui est non seulement réactionnaire, mais qui a aussi appelé en juillet à réprimer les mouvements contre les méga-bassines avec la plus grande fermeté. Venons-en à l'ancienne ministre de l'Agriculture, désormais à l'écologie, Agnès Pannier-Runacher. Tous ceux qui ont mené campagne sur le terrain ces derniers mois ont pu constater, s'il en était encore besoin, combien il était nécessaire de construire vite une écologie populaire où chacun y trouve son compte et son intérêt et qui ne soit pas perçue comme une longue litanie de normes punitives ou restrictives de liberté. Dès ses premières heures à l'écologie, la ministre signe l'éternel retour de l'écologie punitive. Un terme utilisé à tout va par la droite et l'extrême droite, alors que nous savons aujourd'hui que la réelle punition est celle de l'inaction. Plus l'urgence écologique s'aggravera, plus nous serons entravés dans nos libertés. Par les pénuries, par exemple, les catastrophes climatiques ou encore la pollution de l'air. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Mais alors, qui est Agnès Pannier-Runacher ? Diplômée de HEC, ENARC, inspectrice des finances, en 2016, elle était l'une des premières à afficher son soutien à Emmanuel Macron. Entre 2010 et 2018, elle était administratrice et présidente du comité d'audit du groupe Bourbon, le leader des services maritimes aux plateformes pétrolières offshore. Tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo parce que le sujet, c'est de sauver la planète. Agnès Pannier-Runacher entre au gouvernement en octobre 2018 comme secrétaire d'État à l'économie et met alors un terme à ses mandats pour éviter les conflits d'intérêts évidents. Elle abandonne alors une rémunération de plus de 500 000 € par an. En juillet 2020, elle devient ministre déléguée chargée de l'industrie. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et en 2022, elle est nommée au ministère de la Planification énergétique. Voilà ce qu'elle déclarait à l'époque. Tous Français aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. Et moi, je ferai en sorte que cette transition énergétique débouche très rapidement sur des actes concrets. Enfin, notons aussi que son père, Jean-Michel Runacher, a dirigé la société Perenco et continue de la conseiller de temps en temps. Perenco, c'est le numéro 2 du pétrole en France après Total Energy. Une entreprise inconnue du grand public qui s'est donnée pour spécialité de racheter pas cher des puits de pétrole en fin de vie afin de les exploiter jusqu'à la dernière goutte. Là encore, cela pose question. Je crois que le plus simple, c'est de dire que ma mission, c'est de sortir la France des énergies fossiles. Surtout depuis les révélations de Disclose en novembre 2022, qui ont montré qu'Agnès Pannier-Runacher était liée à une société détenue par son père et ses enfants mineurs. Baptisée Arjunem, l'entreprise familiale partage des intérêts financiers avec Perenco et détient plus de 1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Malgré le risque de conflit d'intérêts, la ministre de la Transition énergétique, à l'époque, n'a jamais rendu publique son existence. Sur le papier, elle n'était pas obligée de le faire, puisque comme le confirme Disclose, la loi sur la transparence de la vie publique l'oblige seulement à déclarer ses participations directes dans des sociétés, ainsi que celles de son conjoint. Les biens des enfants mineurs, eux, n'ont pas à être communiqués.
Une aubaine, car selon les statuts constitutifs de la société, ce sont ces 3 enfants âgés de 13 ans, 10 ans et 5 ans en 2016 et un de leurs cousins qui ont pris place à la table des actionnaires aux côtés de leur grand-père, Jean-Michel Runacher. Interrogée par Disclose, la ministre a répondu « Il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants, qui eux-mêmes n'ont aucun pouvoir de gestion de la société à ce jour. » Selon l'association Anticor, cela ne fait aucun doute que la ministre est dans une situation de conflit d'intérêts. Elle aurait dû déclarer la société préventivement dans la catégorie observation dès sa nomination en 2018. Voilà pour ce dossier. Aussi, la nouvelle ministre de l'écologie a expliqué s'être posé beaucoup de questions avant d'entrer dans ce gouvernement, se considérant comme une femme de gauche. J'ai conscience d'être dorénavant membre d'un gouvernement où je peux apparaître isolée en tant que femme de gauche. D'aucuns pourraient même se demander si je ne suis pas une espèce en voie d'extinction. Mais quand j'entends mes collègues, je suis confiante. À moi de convaincre les parlementaires pour bâtir des majorités de projets. Le portefeuille qui m'a été proposé, c'est un portefeuille qui a un vrai marqueur de gauche. La question de l'écologie, la question de la lutte contre les fondements de la biodiversité, la question de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est des sujets que j'ai portés avec passion ces quelques dernières années en tant que ministre. Mais si, pour Agnès Pannier-Runacher, l'écologie est un marqueur de gauche, alors comment peut-elle réellement croire qu'elle parviendra à mener une politique ambitieuse sous un gouvernement de droite et avec de telles divergences ? Tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat, leurs coûts en carbone. Toutes les décisions publiques seront arbitrées en intégrant leurs coûts pour la biodiversité. Très clairement, un projet dont le coût environnemental est trop lourd sera refusé. Voilà ce que déclarait Nicolas Sarkozy en 2007 au moment du Grenelle de l'environnement. Et bizarrement, cela ferait presque rêver aujourd'hui, même si ces principes n'ont jamais été pleinement respectés. Si tel était le cas, nombre de projets ne verraient pas le jour en France. Comme l'autoroute A69, par exemple, défendue par Emmanuel Macron et contre laquelle luttent de nombreux activistes sans cesse réprimés. 17 ans après cette déclaration, force est de constater que cette idée selon laquelle chaque nouveau projet de loi devrait être évalué à travers le prisme écologique a complètement été abandonnée aujourd'hui. Plus que jamais, les questions climatiques et de biodiversité sont pensées en silo, plutôt qu'à travers une politique cohérente et une vision d'ensemble. Alors qu'une politique écologique réellement ambitieuse demande d'intervenir sur des sujets extrêmement divers, comme la rénovation énergétique des bâtiments, l'aménagement du territoire, mais aussi de revoir en profondeur nos modèles de consommation et de production. Notre société, pour vivre mieux tout simplement, et se préparer aux chocs présents et à venir. Une étude publiée dans Science a montré que les politiques climatiques efficaces étaient celles qui prenaient en compte la complexité et la globalité de la question, tout en y associant la justice sociale. L'efficacité d'une mesure doit donc être pensée d'un point de vue scientifique, mais aussi en fonction de son efficience dans chaque secteur, de ses conséquences sur la vie des entreprises et des citoyens, et donc de son acceptabilité. C'est aussi cela qui manque aujourd'hui. Des choix politiques clairs, co-construits avec la population, et donc une réelle démocratie écologique. Cette instabilité politique permanente autour d'un sujet aussi crucial que l'écologie devrait nous inquiéter, puisqu'elle donne l'impression que les responsables au pouvoir ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Finalement, sur l'écologie, comme sur les autres sujets, avec ce nouveau gouvernement, il y a une sorte de continuité en pire. Le paradigme reste le même. Et l'écologie risque encore une fois d'être réduite au climat et le climat à l'énergie. Avec un nouveau gouvernement qui mise tout sur le nucléaire, sans parler des énergies renouvelables. Le président de la République, encore dans son nouveau plan France 2030, dans la relance, a mis le nucléaire comme en avant sur la stratégie énergétique de la France. Rappelons ici que la France se réchauffe plus vite que le reste du monde, plus 1,9 degré depuis l'ère pré-industrielle, et que toutes les régions font face aujourd'hui à une multitude de risques. Et le pire est encore à venir. Avec les politiques actuellement mises en œuvre, la France devrait atteindre plus 4 degrés de réchauffement en 2100 pour une moyenne mondiale de 3 degrés. Ce qui signifie une augmentation des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, de la montée des eaux. Des événements que nous subissons déjà partout sur le territoire. Dans ce contexte, en juin dernier, le Haut Conseil pour le climat appelait l'État à accélérer son action climatique. Et loin d'acter cette réalité, dès son arrivée au pouvoir, Agnès Pannier-Runacher s'est auto-congratulée de la baisse de 4,8% des émissions de gaz à effet de serre en une année. Pourtant,
selon les experts climat, la baisse des émissions est en train de ralentir, ce qui est très inquiétant. Alors que les émissions de la France devraient baisser au minimum de 5% par an pour respecter la trajectoire vers la neutralité carbone en 2050, et sûrement plus du fait de l'effondrement des puits de carbone français. Pour Anne Bringot, c'est un signal d'alarme. Les émissions ont baissé de 3,6% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, alors qu'elles avaient baissé de 4,3% sur cette même période l'année précédente. Cela confirme qu'une partie de la baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2023 était conjoncturelle et que sans mesures structurelles adéquates, cette réduction n'a pas duré. Depuis plusieurs mois déjà, l'écologie n'est plus du tout à l'ordre du jour. Gabriel Attal n'avait que peu d'intérêt pour la question. Certains voudraient une écologie de la brutalité. Pour eux, l'écologie doit être punitive, douloureuse, passer par la désignation de boucs émissaires et par la décroissance. La décroissance, je le redis ici, c'est la fin de notre modèle social, c'est la pauvreté de masse. Jamais je ne l'accepterai. En février 2024, l'État avait déjà coupé 2,2 milliards d'euros de budget au ministère de l'écologie. Et selon les premières informations sur le budget 2025, c'est encore l'écologie qui va perdre. Puisqu'il est prévu de retirer 1 milliard d'euros pour les aides à la rénovation énergétique, 500 millions pour le verdissement du parc automobile et de baisser drastiquement le budget pour l'Agence de la transition écologique et pour la transition écologique des collectivités. Le tout au détriment, le plus souvent, des ménages les plus pauvres. Agnès Pannier-Runacher a déjà demandé, dès sa première allocution, un budget 2025 qui permette d'accompagner vraiment les classes modestes et moyennes dans leur transition. Mais il est très possible qu'elle ne soit pas entendue. La première urgence est donc de poser des mots clairs sur les bénéfices concrets de l'écologie pour chacun, quel que soit son revenu et son lieu de résidence. C'est ma première ambition, la justice sociale et territoriale. Je crois que nous la partageons, chère Catherine. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Cette grande déclaration semble bien loin aujourd'hui. Pourtant, ce n'était qu'il y a 2 ans. Mais désormais, c'est apparemment l'extrême droite qui fixe les règles. Les présidentielles sont passées et Emmanuel Macron ne cherche plus à récupérer une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, légitimement inquiet pour la planète. Il semblerait donc que la volonté de notre président de s'attaquer au défi du siècle ne dépende que de considérations électoralistes. Et c'est ce que montre ce nouveau gouvernement, marqué très à droite. Une droite qui n'a eu de cesse ces dernières années de fustiger l'écologie punitive, quand elle n'était pas tout simplement silencieuse sur ces sujets. Plusieurs grands dossiers nous permettront de savoir si l'écologie est définitivement enterrée avec ce gouvernement ou pas. Le projet de loi Finances 2025, la finalisation de la feuille de route de l'État sur le climat et l'énergie, le dossier de l'adaptation, mais aussi la façon dont seront traitées les mobilisations écologiques dans les mois à venir. Mobilisations qui pourraient bien s'amplifier face à l'inertie. À suivre donc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur la place de l'écologie dans ce nouveau gouvernement. N'hésitez pas à la partager ou à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Nous allons bien évidemment continuer à suivre tout ça de près. Et pour aller plus loin, vous pouvez voir tous les précédents décryptages que j'ai réalisés sur la politique écologique d'Emmanuel Macron. Je vous les mets en description. N'oubliez pas de vous abonner ou de faire un don sur blast-info.fr. On a besoin de vous. À très vite sur Blast.